Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Très bien, écoutez, au nom de notre association Dauphine Débat, je tenais à vous remercier d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Et merci également à vous tous d'être présents très nombreux pour notre premier débat de l'année. Nathalie Kosciusko-Morizet, ce n'est pas la première fois que vous venez nous rendre visite. Vous étiez venue il y a quelques années, et plus récemment en 2014. Vous étiez là, j'étais là, Anne Hidalgo était également passée par là, et à l'époque, vous aviez pour ambition de devenir maire de Paris. La suite, on la connaît, elle a gagné, vous avez perdu. Désolée. Cette année, 2 ans plus tard donc, vous ambitionnez de devenir présidente de la République. Permettez-moi donc de vous souhaiter un petit peu plus de chance que la dernière fois. Je le disais il y a quelques instants, vous n'êtes pas nouvelle sur cette scène, vous n'êtes donc pas étrangère à cette salle, et par conséquent, vous savez que Dauphine Débat est attaché à la présentation de son invité. On m'a donc confié cette lourde tâche de retracer votre brillant parcours en quelques phrases. Excusez-moi par avance si j'en ommets quelques parties. Mais je vais tout d'abord profiter de cette occasion pour soulever le voile sur un mystère, une question que tout le monde se pose. L'origine de votre nom de famille. Kosciusko-Morizet, ce n'est pas commun comme nom, par conséquent très difficile à épeler, et je peux vous dire que certains Dauphinois ont eu beaucoup de mal, nous avons testé. J'ai donc effectué des recherches, et le résultat de mes recherches pourrait fortement déplaire à Nicolas Sarkozy, puisque non, Madame Kosciusko-Morizet, votre nom de famille n'est pas d'origine 100% gauloise, mais bien d'origine polonaise, ce qui explique son orthographe recherchée. Plus sérieusement, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes aujourd'hui non seulement députée de la 4e circonscription de l'Essonne, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris, conseillère du 14e arrondissement, mais également candidate à la primaire de la droite et du centre. Il y a pire comme situation, clairement. Avant cela, vous avez été à Polytechnique, dont vous êtes sortie ingénieure. Vous avez donc eu un début de parcours atypique. Vous entrez alors en politique et devenez conseillère régionale d'Île-de-France, puis maire de Longjumeau en 2008. Vous avez également été porte-parole de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui votre adversaire, lors des élections présidentielles de 2012. Plus tard, en 2015, on dit de vous que vous êtes trop réactionnaire, NKM la rebelle, un franc-parler à l'égard du Front républicain qui vous coûte votre poste à la tête de ce même parti. On s'en souvient, Nicolas Sarkozy n'avait pas hésité à vous indiquer la porte de sortie. Aujourd'hui, on imagine que vous souhaitez lui rendre l'appareil en vous présentant contre lui. Sur un ton plus joyeux, lorsque ce dernier était président, vous êtes devenue la première femme française à devenir ministre des Transports et du Logement. La question que l'on se pose tous aujourd'hui, serez-vous la première femme à devenir présidente? Parce que oui, vous y aurez passé tout votre été, mais ça y est, vous avez enfin récolté tous les parrainages dont vous aviez besoin pour être candidate à la primaire de la droite et du centre. Félicitations. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez être le porte-parole d'une société qui est là, mais qui a besoin d'un repère que vous pourriez incarner. L'idée serait que vous accompagniez une nouvelle France, pour vous citer, en pleine transformation, et pour cela, vous voulez prouver aux Français qu'une vision optimiste des sujets qui les touchent tous les jours est possible, qu'il suffirait pour cela d'aller à la racine des choses. Selon vous, donc, vos adversaires à la primaire ne seraient pas dans cette optique optimiste. Pour vous, ils seraient au contraire en train de se noyer dans les symptômes d'une société malade, au lieu de s'intéresser à chercher un remède à la maladie directement. Vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est votre objectif. Vous souhaitez parler aux Français d'éducation, de transformation numérique du monde du travail, de la santé, de l'émigration ou encore de la dépendance, des sujets qui ne sont clairement pas au cœur des discussions politiques d'aujourd'hui, mais qui seront au cœur de notre débat de ce soir. Ne vous inquiétez surtout pas. Malgré toute votre bonne volonté, vous n'êtes pas sans savoir que rares sont vos collègues qui vous soutiennent. Vous êtes même allé jusqu'à faire un montage comme vidéo de campagne pour prouver l'inverse. En guise d'exemple, il y a quelques mois, vous proposiez un projet de loi contre le salafisme. Le garde des Sceaux vous a alors répondu, et je cite, que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Sur le même thème, on vous a également reproché de vouloir mettre le rhume hors la loi en interdisant le vent. Aujourd'hui, on vous reproche de mettre en avant et de vous appuyer sur le fait que vous soyez la seule candidate féminine à la présidence. En bref, votre vie politique n'a jamais été simple. On pourrait donc penser que ces embûches dans votre parcours de femme politique vous affaiblissent, vous découragent, mais étonnamment, ils vous renforcent, vous donnent du courage et vous poussent à viser plus haut. C'est donc en partie grâce à ces difficultés dont vous puisez votre force qu'aujourd'hui les Français connaissent Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'aujourd'hui les Français associent les lettres N, K et M à votre personne. Ça n'était pas mince à faire, s'approprier 3 lettres de l'alphabet, ça n'est clairement pas donné à tout le monde.
Aujourd'hui en France, NKM, c'est vous. NKM, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet et NKM, c'est notre invité de ce soir. Et ce soir, nous sommes le mercredi 26 octobre. Nous sommes donc à 179 jours du résultat de l'élection présidentielle, mais surtout, et ne brûlons surtout pas les étapes, nous sommes à 25 jours des résultats du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous vous trouvez dans une salle à la capacité de 800 personnes. 800 personnes, c'est 1,55 millième de la population française majeure qui peut voter. C'est donc 1,55 millième de la population que vous pouvez potentiellement convaincre de voter pour vous. Il y a quelques jours, vous disiez qu'une campagne est un grand tour de France. Vous pouvez donc appeler le moment que nous allons passer ensemble une énième étape. Nous, ici, à DDD, nous appelons ça un débat qui commence maintenant. Merci à tous. Vous n'avez pas inventé les micros, d'accord. Tout va bien. Bon, bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Je propose donc de faire une petite introduction avant de me livrer à vos questions. Oui, c'est ça. C'est ça? Ça le fait, je ne sais pas outrepasser. Jusque-là, tout va bien? Tout va bien. Je porte dans cette primaire une vision d'une société complètement transformée, une économie, une société en bouillonnement, alors que le monde politique est resté dans un rythme différent. Et quelque part, le monde politique attend. Je porte l'idée que le monde politique ne peut pas attendre plus longtemps. Il ne peut pas attendre plus longtemps et aujourd'hui, on sent le fossé se creuser entre les Français et le monde politique. On sent le mal-être, le malaise profond. Il s'exprime de manière différente suivant les tempéraments, suivant les histoires. Il y a ceux qui s'abstiennent, il y a ceux qui votent pour les extrêmes, il y a ceux qui vont faire la nuit debout. Il y a toutes sortes de façons d'exprimer ou de ne pas exprimer, d'ailleurs, dans le silence, son manque d'intérêt. Ou son retrait, sa prise de distance avec la politique. Mais il est là, le malaise. Et il est là parce que la société et l'économie, aujourd'hui, vivent à un rythme qui n'a plus rien à voir avec le politique. Ils sont dans une grande transformation. J'ai lancé ma campagne pour la primaire au mois de mars avec un livre qui s'appelait « Nous avons changé de monde ». Le changement de monde, il n'arrive pas seulement à cause d'une technologie. Ce n'est pas une technologie qui change le monde. C'est la rencontre entre une technologie et des valeurs. Ce n'est pas l'imprimerie qui a changé le monde. C'est plus tard, après l'invention de l'imprimerie, la rencontre entre l'imprimerie et les Lumières. Ce n'est pas le travail à la chaîne qui a changé le monde, c'est le Fordisme. Donc c'est la rencontre entre méthodes, les usines, travail à la chaîne et l'émergence de la classe moyenne. Et aujourd'hui, ce n'est pas le numérique qui change le monde. C'est la rencontre entre le numérique et un nouveau mouvement d'émancipation qui traverse la société, qui est présent, qui en fait est évident dans votre génération et qui est complètement orthogonal à la manière dont fonctionne le monde politique aujourd'hui. Si c'était juste le numérique, vous vous mettriez à écrire ce que vous faites déjà par mail, ce que vos parents envoyaient par lettre. Et ça changerait tout au plus le modèle économique de la Poste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui se passe. C'est un nouveau mouvement d'émancipation. On n'a plus envie des hiérarchies. On n'a plus envie des intermédiaires. On est dans une espèce de mouvement de prise d'autonomie. On recherche des manières de travailler, des manières de se réunir, des manières de consommer qui sont différentes. Ce n'est pas un mouvement qui est de droite ou qui est de gauche, c'est un mouvement qui est. Et le rôle du politique n'est pas de porter un jugement sur lui. Le rôle du politique, il est d'essayer, dans la balance des chances et des risques, des opportunités et des menaces, de faire peser, de faire pencher du bon côté. En France, quand le politique ne sait pas mettre des mots sur les choses, quand il ne sait pas agir, quand il se sent impuissant, il a tendance à fuir toujours de la même manière dans le débat moral, pour ou contre. Pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les OGM, pour ou contre le burkini. Pour ou contre quoi? Pour ou contre la société comme elle va aujourd'hui? Le pour ou contre, ça ne sert à rien. C'est en train de se passer.
Moi, ce que je cherche, et j'en finis par là, après je m'ivre à vos questions, ce que je cherche dans cette primaire, c'est d'abord à imposer un agenda différent, qu'on parle, comme vous le disiez tout à l'heure, des sujets qui sont vraiment dans la vie des Français, parce qu'ils sont dans la société, ils sont dans l'économie, ils sont dans ce monde en pleine transformation, et pour le moment, ils sont absents du débat politique. L'éducation, la santé, l'écologie, la transformation numérique du monde du travail, tous les sujets qu'on n'a pas eus depuis 1 an, où on s'est tapé la déchéance de nationalité, le droit du sang versus le droit du sol, le Burkini, les Gaulois, et maintenant les derniers dérapages de Jean-Frédéric Poisson. Tous ces sujets-là qui ne sont pas dans votre vie, tous ceux qui sont dans votre vie, il faut qu'ils soient présents dans la primaire. Moi, mon premier enjeu, il est là. Créer un agenda, imposer un agenda différent. Et puis le deuxième, et c'est mon côté ingénieur, c'est faire en sorte que sur cet agenda-là, on parle de vraies solutions, on parle de choses concrètes, tout simplement. Voilà, mes concurrents à la primaire, ils sont plutôt énarques ou avocats. Ils ont plus souvent eu des parcours, peut-être comme certains des vôtres, que comme le mien, encore que. On apprend des choses assez concrètes chez vous. En tout cas, parfois, ils sont dans les anciennes catégories de pensée et dans les débats philosophiques. Et aujourd'hui, pour rebondir tout simplement, regarder vers l'avenir, pour construire cette nouvelle France que moi j'appelle de mes voeux, eh bien, il s'agit d'être dans le concret. Voilà ce que je propose et ce que je suis prêt à développer dans toutes ces facettes, mais plutôt peut-être en répondant à vos questions. Merci à tous. Bonsoir Madame Kosciusko-Morizet, et encore une fois, au nom de toute l'association Dauphine Discussion Débat, je vous remercie pour votre venue. Vous êtes maintenant une habituée, et si vous le voulez bien, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le débat des primaires porte sur les thèmes assez récurrents. Responsabilité pénale du politique, quinquennat d'Hollande, ou encore thématique du Burkini. Qu'en pensez-vous ? En même temps, là, j'ai répondu par anticipation. Non ? Il est vrai, mais plus précisément... J'avais pas vu les questions, hein. Je tiens à le préciser. Mais plus précisément, au vu de votre position dans ces primaires, qu'est-ce que vous feriez concrètement pour apporter une vision plus globale, une vision qui touche plus les Français ? Non, mais moi, je le disais, je cherche à imposer un agenda différent. Imposer un agenda différent, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est montrer la vanité de certains débats. C'est ce que j'ai fait au moment du débat sur la déchéance de nationalité cet hiver. Moi, dès le mois de décembre, j'ai écrit sur mon blog un billet pour dire que ça ne mènerait nulle part. On était 5 à l'époque, voté au bureau politique de mon parti contre la déchéance de nationalité. J'ai organisé un groupe de députés, on était à ce moment-là une vingtaine, qui dénonçaient ce débat. Et finalement, on a été suffisamment nombreux pour faire tomber ce truc-là. Pourquoi ? Parce que ça ne servait à rien. C'est un débat sans fin, sans fond, sans suite. Quel que soit le point de vue que vous pouvez avoir par ailleurs sur le sujet, moi je suis contre de toute façon. Mais même pour ceux qui sont pour, simple de reconnaître que ça ne servait à rien. Après, on a eu l'esquisse du débat droit du sang, droit du sol. Là, il n'y a pas eu besoin de trop monter au créneau parce qu'en fait, le débat ne s'est pas installé. On a enquillé sur le Burkini. Le Burkini, ça aussi, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'ai soutenu les maires qui ont pris des arrêtés contre le Burkini, des arrêtés municipaux au titre de l'ordre public locaux. Mais quoi ? Il y en a certains qui ont voulu faire une loi contre le Burkini. Mais si vous faites une loi dans le Burkini, dans 3 mois, ils auront inventé autre chose. On ne peut pas d'un côté dire c'est une provocation et de l'autre côté dire, et d'ailleurs on va faire une loi contre une provocation. Un sujet sur lequel, comme ça a été évoqué tout à l'heure, j'ai préféré, moi, qu'on travaille sur la manière d'aller chercher le mal à la racine et de se donner les outils légaux pour pouvoir mettre hors la loi le salafisme, fermer les salles de prière, expulser les imams. Comment ? Nous aborderons ce sujet plus tard, oui. On abordera ce sujet plus tard, mais voilà aussi, j'anticipais. Voilà, si vous voulez se battre contre les enfants sans suite, sans fond, comme je le disais, c'est d'abord les dénoncer. Et puis, c'est imposer un autre agenda. C'est parfois des choses très concrètes. Jeudi prochain, jeudi en 8, on a le débat à nouveau, le 2e débat de la primaire. J'ai demandé à ce qu'on puisse parler d'éducation et à ce qu'on puisse parler d'Europe, parce que je trouve que dans un débat de politique nationale, parler aussi peu d'Europe, c'était problématique. Alors, j'ai eu gain de cause sur l'éducation et l'Europe, j'ai pas eu de gain de cause sur toutes mes demandes, et on aura quand même une partie du débat récurrent qui fait malgré tout l'actualité. Mais voilà,
On avance. Par conséquent, comment est-ce que vous expliquez que les Français, parce que la thématique du burkini, par exemple, elle transparaît du milieu politique, elle se transmet à travers les médias, comment est-ce que vous expliquez que les Français accordent autant d'énergie sur des sujets que vous jugez peu préoccupants, finalement? Mais ce n'est pas les Français. Hein. Les Français, ils ne se passionnent pas sur droit du sang versus droit du sol au burkini. Quand vous leur posez la question dans un sondage, ils répondent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont passionnés ou obnubilés. Vous voyez, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé à la rentrée scolaire, enfin, dans les semaines qui ont suivi la rentrée scolaire. Donc, on a eu l'émergence de ce débat sur les Gaulois. Et moi, le matin, j'ai des jeunes enfants que j'emmène à l'école. Et je me disais, mais j'ai des préoccupations quand je les emmène à l'école. J'ai une préoccupation sincère, profonde, comme tous les parents, qui est d'abord la question de leur sécurité. En ce moment, il y a dans les écoles de Paris des exercices en cas d'intrusion. C'est toujours inquiétant pour les parents. Voilà, ça, c'est une préoccupation. Et puis après, j'ai des préoccupations du genre, est-ce que le prof va être là? Comment ça se passe dans la classe? Est-ce qu'il a l'autorité qui va bien? Quels sont les parcours sur le passé? Je ne me pose pas la question de savoir s'ils vont entendre parler des Gaulois. Voilà, je ne me pose pas la question de savoir s'ils vont entendre parler des Gaulois. Et ce n'est pas particulier à une sociologie ou un milieu. Vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps cet été, ça a été rappelé, dans des communes rurales, notamment dans la quête au parrainage. Et je continue à le faire dans le cadre de ma campagne. L'autre jour, j'étais en Dordogne où j'ai appris que les Gaulois locaux s'appelaient des pétrocores. C'est le nom des Gaulois, des pré-Gaulois de Dordogne. Je vous l'apprends, vous ne le saviez pas. Moi non plus avant, rassurez-vous. Quand je parle avec les maires de zones rurales, ils me parlent certainement pas des Gaulois, sauf pour me faire des blagues sur les pétrocores. Et ils me parlent d'ailleurs pas non plus tellement des questions qui sont dans le débat national aujourd'hui. Ils me parlent de quoi? Ils me parlent de l'équipement en fibre optique de leur commune, y compris dans les toutes petites communes. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que s'ils ne sont pas équipés, ils resteront en marge du rythme du monde. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que certains, dans le milieu politique, voudraient faire croire qu'il y a deux France, voudraient faire croire qu'il y a une France, grosso modo, bobo, qui s'occupe de ce qui se passe et de la modernité, et une autre qui est dans les vraies valeurs et qui s'intéresse aux Gaulois. Eh bien, c'est pas vrai. Quand vous allez aujourd'hui en zone rurale, dans les petites communes, et que vous demandez au maire quelle est sa préoccupation, vous faites un sondage, je vous garantis, vous aurez une majorité de maires qui vous disent « Moi, je voudrais bien avoir la fibre optique, parce que entre les nouveaux outils de santé connectés, le problème de la désertification rurale, et puis la possibilité de faire revenir des nouveaux métiers, des professions libérales, on a besoin de fibres pour tout ça. » Mais par conséquent, quelles seraient les solutions pour remettre au centre du débat les réelles préoccupations? Mais donc c'était ce que je vous dis, mais je peux... Mais justement, sur le travail, on va aborder l'aspect économique de votre programme. Alors que vos adversaires débattent sur l'augmentation du temps légal du travail pour mettre fin aux 35 heures, vous préférez insister plutôt sur la fin du salariat. Vous dites en effet dans votre livre que le salariat n'a pas toujours été la norme et que ça pourrait être une parenthèse. Est-ce que selon vous, les CDD et les CDI n'ont pas d'avenir? Mettons-nous d'accord. Aujourd'hui, vous avez 90% des travailleurs qui sont salariés. Donc, c'est, de fait, aujourd'hui, la norme ultra majoritaire, et probablement pour longtemps encore, parce que ces mouvements-là sont quand même lents. Et du coup, ces questions de savoir quelle est la durée légale du travail, la défiscalisation des heures supplémentaires, ne sont pas sans intérêt. Simplement, ce que je critique, c'est que si on s'en tient là, et si on ne parle que de ça, on est quand même dans les débats de 2002 et 2007. Parce que la durée légale du travail, c'est le grand débat de 2002, et la défiscalisation des heures sup, c'est le débat de 2007. Et moi, ce que je dis, c'est qu'un débat de 2017, il doit aussi prendre le vent de l'histoire. Le vent de l'histoire aujourd'hui, c'est l'émergence du travail indépendant. C'est un fait majeur du monde du travail aujourd'hui. Ça correspond à des mouvements très profonds qui ne sont pas des effets de mode, qui ne sont pas des mouvements momentanés. Il y a des mouvements technologiques, c'est l'émergence du numérique. Avec le numérique, on peut travailler par projet, le travail indépendant est beaucoup facilité. Il y a des raisons économiques, c'est-à-dire qu'avec variabilité des chiffres d'affaires, la situation économique, les entreprises, en fait, ne veulent pas s'engager trop et préfèrent la prestation. Il y a des raisons sociétales. Vous avez toute une génération qui n'a pas trop envie du lien de subordination qui est derrière le salariat et qui
est plutôt intéressé par la perspective de pouvoir travailler en indépendant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de raisons différentes. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est mal. C'est en train de se passer. Et l'enjeu, me semble-t-il, du politique, du coup, c'est pas seulement de parler des questions de 2002 et 2007, c'est de s'occuper de celle-là, de s'occuper de ce mouvement émergent, d'autant plus que moi, le pari que je fais, alors ça c'est ce que je crois, mais je crois vraiment, c'est que dans le moyen terme, ça va être beaucoup plus qu'un mouvement émergent en termes numériques. Et oui, le salariat n'a pas toujours été la condition majoritaire du monde du travail. Au 19e, vous aviez très peu de salariés, et même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les salariés, c'était la part maudite. Les salariés, c'était ce qu'on faisait quand on n'avait pas le choix. Dès qu'on avait un petit pécule, un petit peu d'argent, on se débrouillait pour être indépendant. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, ça a complètement basculé, et le monde du travail s'est reconstruit sur la base du salariat. Aussi bien le financement de la protection sociale que le dialogue social ont été reconstruits, l'ensemble du système s'est reconstruit sur le salariat. Mais il n'y a pas forcément de fatalité historique à ça, et en tout cas, c'est clairement pas le mouvement majeur aujourd'hui. Et c'est clairement dans le travail indépendant qu'on trouve aujourd'hui les plus grands nombres, le plus fort mouvement d'opportunités. D'ailleurs, ça ne nous est pas particulier. Vous regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Dans le précédent mandat, ils ont créé des centaines de milliers d'emplois indépendants de manière très rapide en détendant les contraintes sur le travail indépendant. Donc voilà, je ne dis pas que ce que proposent mes concurrents est sans intérêt. Je dis que si on ne propose que ça et si on ne parle que de ça, on passe à côté du mouvement qui va concerner votre génération. Et ce sera d'autant plus dommageable, je finis par là, que le monde du travail aujourd'hui est quand même très très mal organisé pour tout cela. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes indépendant, c'est la galère. Comme tout a été reconstruit autour du salariat, aujourd'hui, quand vous êtes indépendant, alors vous commencez en auto-entrepreneur, vous passez en entreprise indépendante, vous allez peut-être être en portage salarial, vous essaierez le CDI intérimaire. À chaque fois que vous changerez de statut, vous perdrez un temps fou, une énergie folle et une grande partie de vos droits, parce qu'en fait, le système vous sac, parce qu'il n'a pas été construit pour vous. Et ça n'est pas légitime. Problème technique, pardon. À ce propos, vous proposez un revenu universel de près de 470 € par mois pour toutes les personnes de plus de 18 ans. Ici, vous êtes face à 800 étudiants qui ne sont pas encore sur le marché du travail, mais qui toucheront ce revenu universel. Par conséquent, quel message vous espérez leur envoyer à travers cette mesure ? En fait, cette mesure, elle s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale. Tout se tient, c'est-à-dire que la mesure n'a pas de sens pour moi prise de manière solitaire. C'est quoi le problème ? Aujourd'hui, on a un système fiscal qui est terriblement complexe. Et un système fiscal et un système d'aide qui sont très complexes. Et sur la complexité prospère de la jalousie et de la frustration. De la jalousie parce que chacun pense qu'il paye plus qu'il ne reçoit du système, et de la frustration parce que chacun pense qu'il se fait avoir, en fait. Notre système aujourd'hui, il est complexe, il est inefficace, il est parfois injuste. Dans les hauts revenus, vous avez les niches fiscales de telle sorte qu'en fait, les malins échappent à l'impôt. Dans les faibles revenus, vous avez des systèmes d'aide qui marchent par couches successives, de telle sorte qu'en fait, dans la complexité, viennent se nicher l'inefficacité. Et vous avez des situations dans lesquelles il n'est pas très avantageux de reprendre un travail. Bref. Et puis, dans tout ça, vous avez moins de la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu, alors même que l'impôt sur le revenu, normalement, participe de la cohésion nationale. Donc moi, ce que je propose, c'est une refonte en 3 mesures qui se tiennent ensemble. D'une part, une flat tax, c'est-à-dire un taux unique de l'impôt sur le revenu, avec la suppression de la plupart des niches fiscales, pour qu'on ne puisse plus se glisser dans les interstices de l'impôt et le fuir. Cet impôt sur le revenu à taux unique serait appliqué dès le premier euro de revenu. Donc tout le monde paierait l'impôt sur le revenu. En revanche, tout le monde recevrait aussi un revenu de base de 470 €, c'est-à-dire le montant du RSA moins le forfait logement, qui lui ne serait pas taxé. Concrètement, si je prends des situations individuelles, d'abord, tout le monde paye l'impôt sur le revenu, donc
il y a une sorte de justice, et je pense que ça peut participer de la cohésion. Dans les hauts salaires, il n'y a plus de fuite possible à travers l'entassement de niches fiscales. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus transparent, avec, pour les très hauts revenus et patrimoine, un maintien de l'ISF, ce qui est une particularité par rapport à mes concurrents, un maintien de l'ISF, mais une transformation en obligation d'investissement, en outil d'investissement dans l'économie. Dans les bas revenus, on efface les désincitations à reprendre le travail. Si je prends quelqu'un qui est aujourd'hui au RSA, la personne au RSA, elle touche aujourd'hui 470 € plus éventuellement les APL et qu'il faut traiter par ailleurs. Si elle reprend un emploi, en fait, entre l'empilement des aides et ce qu'elle va perdre comme aide, sur les 10 premiers euros, elle en touchera 6. C'est comme si son premier emploi était taxé à 40%, même si elle ne paye pas l'impôt sur le revenu, c'est comme si elle le payait. Avec le système que je propose, les 470 €, ils sont hors fiscalité. Et le premier emploi, eh bien, il sera, le premier revenu, il sera taxé au niveau de la flat tax, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois plus transparent et plus incitatif. Mais alors, pour reprendre les auto-entrepreneurs dont vous avez parlé, la plupart des auto-entrepreneurs ne savent pas combien ils gagneront le mois suivant. Certains doivent même combiner plusieurs métiers pour avoir un revenu correct. Est-ce que vous pensez que votre salaire universel pourra les aider, vraiment, à 470 €? Et qu'est-ce que vous feriez pour les aider car c'est une situation de stress qu'on ne peut pas nier. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que ça n'est pas un salaire universel, c'est un revenu de base en fait. C'est un revenu de base, c'est-à-dire que c'est vraiment minimal. C'est du niveau des aides minimales aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça fonctionne autour de l'idée que voilà, personne ne doit sombrer dans la plus grande pauvreté. C'est une sorte de garantie. C'est très simplifiant parce qu'en fait aujourd'hui le système des aides est tellement compliqué que les gens qui sont vraiment dans la détresse souvent ne les perçoivent pas parce que l'accès aux aides est assez compliqué et que ça a des coûts de gestion absolument considérables. Concernant la situation de l'auto-entrepreneur, ça ne change rien à la variabilité de son revenu. Ce qui change à la variabilité de son revenu et à sa protection, c'est ce que je propose sur le travail indépendant, c'est-à-dire la création d'un statut général du travailleur indépendant qui est un statut chapeau de tous les statuts, si vous voulez, on rapproche tous les statuts d'indépendants aujourd'hui existants, qui offre un certain nombre de garanties minimales, par exemple qui vous garantit que si vous n'avez pas une dépendance économique au-dessus de 60% auprès d'un client, eh bien, vous pouvez bénéficier de ce statut et donc vous ne risquez pas la requalification en salariat, et qui est assorti d'une protection sociale qui mérite enfin le nom d'une protection sociale. Parce qu'aujourd'hui, en fait, un des problèmes du travail indépendant, c'est que vous payez très cher une protection qui est très peu satisfaisante. Moi, je voudrais, avec ce statut général du travailleur indépendant, qu'on ait un système simple dans lequel on donne le choix. Soit l'affiliation au régime général, donc une protection, en fait, de qualité très intégrale, soit des assurances privées, notamment pour le chômage et la vieillesse. Pourquoi je donne le choix? Beaucoup de mes concurrents disent finalement il faut supprimer le RSI et basculer tout le monde au régime général. Moi je pense que c'est important d'avoir le choix parce que je pense que quand on est indépendant, on est dans une logique différente. On est dans une dynamique de prise de risque qui ne sont pas forcément celles qui vont vous conduire à avoir envie d'être affilié au régime général. Et je pense que c'est normal d'avoir la possibilité d'être plutôt en assurance privée à ce moment-là. Alors justement, une autre personne du paysage politique qui se démarque est Emmanuel Macron, notamment dans le domaine économique. Alors vous vous considérez comme un produit de la gauche et de la droite, tandis qu'Emmanuel Macron affirme qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Mais finalement, vous vous accordez tous les deux sur le fait qu'il faut dépasser les clivages gauche-droite. Vous avez tous les deux des idées assez libérales. Finalement, vous n'êtes pas assez différents l'un de l'autre. Moi, j'ai trouvé, je l'ai dit d'ailleurs, j'ai souvent trouvé, quand Emmanuel Macron était ministre, qu'il disait des choses intéressantes et des choses qui participaient à faire bouger la gauche. Je le dis parce que je pense que ça avait une valeur en soi. C'est faible sur le bilan. C'est même très insuffisant sur le bilan. Il y a des sujets sur lesquels il y a eu beaucoup de promesses et peu de réalisations. Par exemple, la liberté d'ouverture des commerces le dimanche à Paris. Bon, beaucoup de promesses et peu de réalisations. Mais au moins, il y avait ça.
la possibilité de faire bouger la gauche. Depuis son départ, finalement, ça peut paraître paradoxal, mais je trouve ça un peu déceptif. Et j'ai suivi, par exemple, les propos de son premier meeting sur la transformation constitutionnelle, les institutions, la nouvelle politique. Et finalement, il en ressortait quoi? La proportionnelle. Et j'ai trouvé que finalement, bon, sous bénéfice d'inventaire, il faut voir ce qu'il développe, mais qu'à ce stade, il avait perdu un peu d'originalité. C'était moins, quelque part, c'était moins percutant que ce qu'il disait comme ministre. Maintenant, on verra, et chacun a droit à sa chance. J'ai compris que là, il voulait présenter un programme ou un projet. On regardera ce qu'il y a dedans. Vous êtes donc pour une droite de mouvement, mais pas nécessairement en marche. Vous savez, je ne suis pas très slogan. Ce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas fait marketing, j'ai fait ingénieur. Donc je suis meilleur pour vous résoudre les systèmes d'équations, essayer de faire du concret, construire des ponts, des routes, et que fabriquer des slogans. Il y a tellement de gens en politique qui savent fabriquer des slogans. Je ne cherche pas à leur voler le métier et je n'ai pas de compétences et de talents particulières pour ça. Merci. Ceci dit, je reviens sur ce que vous disiez sur une droite de progrès. J'avais hésité à vous parler de ça dans mon propos introductif, et puis bon, mais c'est l'occasion d'y revenir. Je pense qu'il y a aujourd'hui quand même deux tendances à droite qui s'affrontent, et qu'il faut que la primaire soit l'occasion de trancher et de purger certains débats. Et il y a aujourd'hui deux tendances qui ont toujours existé à travers la droite, mais qui peut-être sont plus... Enfin, entre lesquelles les tensions sont peut-être plus vives en ce moment, qui sont ceux d'une droite de conservation, une droite une droite qui joue sur les angoisses, qui se concentre et parfois s'obsède sur la question des racines, et une droite de mouvement, une droite de progrès. Alors, ces deux attitudes différentes, ces deux visions différentes, c'est souvent des thématiques différentes, c'est par ailleurs parfois des systèmes d'alliance différents. Moi, je le dis clairement, je crois que l'horizon pour pouvoir créer des gouvernements, des majorités, pour réformer la France, c'est d'élargir, c'est de rassembler, c'est une droite alliée avec le centre. Vous savez, il y a un président de la République qui disait, pour réformer la France, il faut 2 Français sur 3. Moi, je crois ça. C'est-à-dire, je crois qu'on ne réforme pas la France en créant des clivages, en incitant à la guerre civile, en armant les polémiques. Je crois qu'on réforme la France en allant chercher des majorités silencieuses. Ça, c'est un terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Oui, mais il y a une majorité silencieuse de Français qui veulent qu'on puisse vivre et travailler en France, qu'on puisse exprimer ses talents en France. C'est les 2 sur 3 qui veulent réformer la France. Et pour moi, c'est ça la primaire de la droite et du centre. C'est le lieu dans lequel se forge cette majorité-là. D'autres ont d'autres visions, manifestement. Et parle même, à nouveau, ces temps-ci, de fusion des droites, c'est-à-dire de rapprochement avec l'extrême droite. Quelque chose qui, pour moi, n'est absolument pas compatible avec les fameuses valeurs républicaines de la droite et du centre. À propos de réforme, justement, vous avez un projet d'interdiction en France du salafisme, mais ce projet n'a pas abouti. Pourquoi, selon vous? En fait, on a un problème en France. On a un problème aujourd'hui dans notre droit qui concerne toute la zone grise. La zone avant l'appel au meurtre et l'appel au terrorisme. Aujourd'hui, tout ce qui concerne l'appel au meurtre, l'appel au terrorisme, l'appel au djihadisme peut être réprimé, poursuivi, tous les outils sont en place. Mais la zone en amont de ça, celle sur laquelle prospère la radicalité politico-religieuse, celle-là est très mal qualifiée, est très difficile et c'est celle-là qui aujourd'hui nous pose presque le plus souvent problème. Vous me direz, les appels au meurtre, oui, mais dans les lieux où ça se passe, ils ont beaucoup mis d'eau dans leur vin. C'est-à-dire qu'ils font attention, je ne vais pas dire mettre l'eau dans le vin quand tu le connais, mais ils font attention à la... C'était pas une mauvaise blague. Ils font attention à la formulation. Vous n'avez plus dans les salles de prière directement des appels au djihad. Vous n'avez pas ça aujourd'hui. Vous avez ce que certains appellent la dissimulation. Ils l'ont théorisé d'ailleurs dans un certain nombre de courants. Pour un nom arabe, ils appellent ça la taqiyya, la dissimulation, une espèce de droit à la dissimulation, pour pouvoir continuer à agir en se protégeant, en quelque sorte, eux, de l'autorité de l'État. Et donc cette zone grise, aujourd'hui,
elle est très difficile à saisir. Et quand vous en parlez avec ceux qui luttent contre la radicalisation sur le terrain, que ce soit du côté des autorités, des forces de l'ordre ou du côté des associations de lutte contre la radicalisation, ils vous disent on a là un problème vis-à-vis duquel on n'a pas d'outils. Vous pouvez avoir aujourd'hui un imam qui explique à des enfants que danser va les transformer en cochons ou qu'une femme vaut moitié moins qu'un homme, avec un certain nombre de conséquences concrètes. Et moi je dis ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas une question de liberté d'opinion. Chacun a l'opinion qu'il veut. Là, c'est une question de liberté d'expression. Et vous voyez, la liberté d'expression, elle est contingentée à un certain nombre de valeurs qui sont l'égale dignité des hommes et des femmes, qui sont les valeurs fondamentales de la République. On n'a pas le droit de dire, de prêcher et d'enseigner n'importe quoi. Et on n'a pas le droit de le faire sous couvert de religion. Le fait qu'on se drape dans la religion ne change rien à l'affaire. Et je dis ça parce que certains sont tétanisés dans notre pays quand il s'agit de religion. Le fait que ça se fasse sous couvert de religion ne change rien à l'affaire. Il y a des types d'enseignements qui n'ont pas à être diffusés et qui sont ceux sur lesquels prospèrent aujourd'hui des parcours qui peuvent conduire soit à une forme de ségrégation identitaire, faire sécession de la République et de la communauté nationale, soit, alors dans les cas les plus extrêmes, à de la violence. Et ça, c'est une espèce d'angle mort de notre droit. Et la proposition de loi que j'ai faite, elle vise à réduire cet angle mort. Mais vous l'avez dit, les mesures à mettre en place sont extrêmement difficiles. Quel serait l'aboutissement de votre loi ? Même si on en a compris l'objectif. Ah ben ça permet d'avoir des nouvelles bases légales pour fermer certaines mosquées, pour interdire certains contenus, la diffusion de certains contenus, pour pouvoir expulser certains imams. Vous trouverez pas que... Sans attendre l'appel au meurtre. D'accord, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un risque d'amalgame assez fort ici L'amalgame entre quoi et quoi entre diverses branches du salafisme, par exemple. Il y a tout de même une différence entre salafisme et djihadisme. Est-ce que cette différence justifie une mesure aussi concrète ? Le terme salafisme n'est pas un terme juridique. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, la proposition de loi, dans sa partie juridique, n'utilise pas ces mots, en fait. Vous avez deux parties dans une proposition de loi. Vous avez l'exposé des motifs. On explique le problème. Et puis vous avez la proposition de loi elle-même, ce qui va être codifié. Bon. L'exposé des motifs, on dit voilà, il y a le salafisme, il y a le wahhabisme, il y a un certain nombre d'idéologies sur lesquelles prospère la radicalité. Et puis la proposition de loi elle-même, elle n'utilise pas ces mots-là. La proposition de loi elle-même, elle qualifie, elle dit voilà, on veut sanctionner ceux qui tendent à faire prévaloir l'interprétation d'un texte religieux sur les principes fondamentaux de la République. Autrement dit, un type qui vient vous enseigner que la femme vaut moitié moins que l'homme, qu'il le fasse au nom de sa propre opinion ou d'un texte sacré, celui-là n'a pas le droit de citer. Pourquoi il n'a pas le droit de citer ? Parce que ça contrevient à nos principes fondamentaux. Mais... Donc on a bien vu que ça faisait polémique, que votre proposition faisait polémique. Une autre polémique qui a eu lieu dans l'Union européenne est le Brexit, qui a un peu ébranlé... Ça n'a pas de rapport avec la choucroute. Totalement un autre sujet. Et le Brexit qui a un peu ébranlé la cohésion dans l'Union européenne. Et quel est votre point de vue sur la question ? Et qu'auriez-vous à répondre aux partis nationalistes qui prônent la fin d'un fédéralisme européen ? Bon, d'abord, aujourd'hui, il n'y a pas de fédéralisme européen. Non, mais donc, selon eux, un fédéralisme européen... Oui, mais comme il n'y en a pas aujourd'hui, on peut difficilement le finir. Moi, j'ai milité, on ne votait pas, mais je me suis inquiétée de la perspective du Brexit. Et je trouve qu'on a aujourd'hui l'illustration de la validité de ces inquiétudes qu'on pouvait avoir pour les Britanniques. Enfin, regardez quand même la façon dont ça se passe en Grande-Bretagne. C'est quoi l'enchaînement qui fait suite au Brexit ? C'est d'abord un responsable d'extrême droite en Grande-Bretagne qui, le lendemain du Brexit, marie vraiment qu'il a menti pendant la campagne, et quand il annonçait qu'on allait redistribuer dans le système de santé l'argent qui était versé à Bruxelles, finalement, il disait des cracks parce que c'était pas possible. Donc c'est ça juste le lendemain du Brexit. C'est l'explosion des requêtes sur Google de citoyens qui cherchent à savoir quelles sont les conséquences du vote qui, pour certains d'entre eux, a été le leur. Donc c'est quand même un petit côté gueule de bois. C'est un changement de régime avec l'arrivée d'un Premier ministre qui change de pied sur un certain nombre de sujets pour adopter des positions
sur un certain nombre de sujets, est beaucoup plus fermée. C'est l'effondrement de la livre, avec des conséquences d'ores et déjà sur le pouvoir d'achat et des premiers frémissements de l'inflation, donc des conséquences qui vont être sans doute rudes pour le peuple britannique. Et l'autre jour, je me suis retrouvée en débat avec un responsable du Front National qui me disait « Oui, mais la bourse a monté ». Je dis « Ça, c'est formidable. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. » Donc, vous reconnaissez en fait incidemment, parce que vous ne le contredisez pas, que ça va être vraiment du malheur pour le peuple britannique, parce qu'il y a la chute de la livre, donc il y a la hausse des denrées, notamment alimentaires, donc, et puis pas seulement alimentaires, l'iPhone plus 11%, voilà, les biens d'équipement importés, c'est plus cher. Et vous me dites, oui, mais la bourse va monter. Donc, on est intéressé d'attendre que les fameux défenseurs du peuple défendent en fait la bourse. Et pourquoi la bourse elle a monté? La bourse elle a monté parce que l'indice britannique, comme beaucoup des indices, il est sur des entreprises qui sont très mondialisées. Et par ailleurs, il fait la meilleure part à des entreprises qui sont sur les marchés des matières premières. Et le cours des matières premières a monté. Bon, la vérité, c'est que le Brexit aujourd'hui, ça se présente comme un vrai malheur pour le peuple britannique. Voilà. Donc vous seriez plus pour un fédéralisme au sein de l'Union européenne pour quant à la position française? Alors moi, j'aime pas le mot fédéralisme parce que ça fait partie de ces mots qui veulent pas dire les mêmes choses suivant les pays, en fait. C'est-à-dire que vous avez écrit dans votre livre. Oui, mais j'ai dit aussi pourquoi j'aimais pas le mot. Entre l'Allemagne, les États-Unis, le mot fédéralisme est un mot qui en fait est connoté différemment suivant les pays. Mais ceci dit, je suis pour une intégration plus forte. Notamment une intégration plus forte au niveau politique. Par exemple, moi, je suis très concrètement... Je pense que l'actualité n'est pas des réformes institutionnelles en Europe. Je pense que l'actualité, elle est plutôt à relancer l'Europe sur des projets, sur des politiques intégrées en matière d'immigration, sur des politiques intégrées en matière de lutte contre le terrorisme. Mais le jour où on pourra faire une réforme institutionnelle, je souhaite qu'on ait des listes européennes à l'occasion des élections au Parlement européen. Aujourd'hui, on a quoi? On a des listes nationales qui nous servent pour partie à recaser des écartés ou des battus du suffrage universel. Ce qui n'est pas le meilleur moyen. Et je le dis vraiment en précisant que ce n'est pas le cas de tous les parlementaires européens. Il y en a qui font un boulot formidable. Mais il y en a aussi qui sont là parce qu'ils n'ont pas pu être ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen d'être présent à Bruxelles? Est-ce que c'est le meilleur visage qu'on donne, nous, Français, à l'Union européenne? Certainement pas. Et puis, ça ne permet pas de construire une vraie Europe politique. Moi, je crois qu'on a besoin d'une Europe politique. Donc, je souhaite, le jour où on fera des réformes institutionnelles, qu'on puisse avoir des listes européennes. Et ce sera l'occasion de discuter d'une vraie vision, d'un vrai projet au niveau européen. Et puis, la logique dans ce cas-là, ce sera que le président de la Commission soit le chef de file de la liste qui a gagné. Donc, il y aura un lien politique avec la Commission, un lien de légitimité avec la Commission qui se fera à ce moment-là naturellement. Alors justement, vous avez parlé de politique d'immigration. Il y a 2 jours, le démantèlement de Calais a commencé. Les réfugiés occupant cette zone vont être répartis dans différents camps en France. Ma question est, que feriez-vous pour éviter de recréer de tels bidonvilles dans le futur, sachant que la jungle de Calais est le plus grand bidonville d'Europe? D'abord, sur Calais, on a été nombreux à s'inquiéter des conditions humanitaires dans la jungle de Calais, parce qu'il s'est passé des choses terribles dans la jungle de Calais, et à souhaiter qu'il soit mis fin à cette situation. Je trouve néanmoins que la politique telle qu'elle est menée là, elle a 2 limites. D'abord, le gouvernement n'apporte pas des solutions, il apporte de la dispersion. C'est-à-dire qu'on répartit dans 280 sites. J'aurais préféré qu'on puisse avoir un centre temporaire, fermé, sur place, étudier les dossiers le plus rapidement possible, parce que c'est un des problèmes qu'on a, cette lenteur à étudier les dossiers des demandes d'asile, et leur donner la suite qu'ils doivent avoir sur place, c'est-à-dire 3 solutions. Soit des migrants qui ont fait une demande d'asile dans un autre pays européen, dans ce cas-là, ils tombent sous le coup de la procédure de Dublin et ils retournent dans ce pays européen pour que leur demande d'asile y soit instruite. Soit des migrants qui souhaitent faire une demande d'asile en France et dans ce cas-là, on l'instruit rapidement. Soit des migrants qui ont été déboutés de cette 2e procédure ou qui ne déposent pas de demande d'asile et dans ce cas-là, ils sont raccompagnés dans leur pays. Donc moi, j'aurais préféré qu'on puisse faire les choses comme ça sur place. Et puis, il y a un deuxième problème que vous évoquez, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas engagé le bras de fer, parce que c'est une question de bras de fer avec le Royaume-Uni, pour dénoncer
pas seulement les accords de Touquet, mais la succession d'accords qui ont conduit aux accords du Touquet, il n'y aura pas de solution durable. Parce que les gens qui sont à Calais, ils attendent de passer en Grande-Bretagne. Il y aura toujours des gens pour attendre de passer en Grande-Bretagne. Et donc ça se reformera. Il faut rentrer aujourd'hui dans une discussion et dans une négociation un peu forte avec la Grande-Bretagne pour qu'on arrête d'avoir leurs frontières chez nous. Et d'ailleurs, dans votre programme, vous annoncez que vous allez donner la possibilité à tous les demandeurs d'asile de travailler. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment réalisable et raisonnable dans un pays où il y a presque 10% de chômage ? En fait, précisément, je pense qu'on a un problème qui est qu'aujourd'hui, les demandes d'asile sont très longues, les procédures d'appel sont très longues, et donc il y a une espèce de... en fait, c'est pas un bon début. C'est pas un bon début. C'est pas une bonne méthode, ni pour ceux qui seront acceptés, ni pour ceux qui ne le seront pas. Ceux qui seront acceptés, ils auront commencé par passer des mois, en fait, avec un revenu qui est par ailleurs faible. C'est difficile de venir avec ce revenu-là, qui est un revenu malgré tout d'assistance. Ceux qui seront refusés, ils se seront aussi partiellement installés là-dedans. Et puis, c'est pas une bonne chose pour le regard que portent les Français sur ceux qui sont là pendant 2 mois dans cette situation-là. Donc, je pense qu'il faut raccourcir terriblement les délais d'asile. Et dans ce cas-là, la question du travail ne se posera pas. Mais si on ne réussit pas à les raccourcir, oui, la question du travail se pose. Il y a des pays européens dans lesquels elle est directement posée. Vous arriverez à fournir du travail à tous les demandeurs d'asile ? Ce n'est pas du travail de manière si classique, ce n'est pas du CDI, ce n'est pas des travaux ordinaires. Mais vous avez un certain nombre de demandeurs d'asile qui sont qualifiés dans des domaines dans lesquels il y a de la demande. Et on peut se demander, avec la lenteur aujourd'hui des procédures et la durée d'appel, quelle est finalement l'efficacité du dispositif qui est en place. Très bien. Comme le temps passe vite, on aimerait bien vous soumettre un petit jeu qui s'intitule... Est-ce que ça va m'amuser ? J'espère. Qui s'intitule le Fast and Curious. Le principe est le suivant, je ne sais pas si vous connaissez. On vous soumet 2 propositions et vous devez répondre de façon la plus spontanée possible à l'une des 2. Ce que je devais répondre. Je devais répondre oui, non. Non, vous devez choisir parmi ces 2 propositions. Je dois choisir ce que je préfère. Voilà. D'accord. Par exemple, et BCBG si je ou Bobo. préfère rien. Pardon ? Il y a des 3e voies possibles. Attendez, je définis la règle avant de... A priori, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, d'accord. Par exemple, BCBG ou Bobo. Donc là, votre jeu, ça s'appelle l'attrape-couillon. Voilà. Moi, j'ai horreur des gens qui cherchent à courir après les autres pour leur coller des étiquettes dessus. Et je trouve qu'en général, ceux qui font ça témoignent avant tout de la pauvreté de leurs pensées. Donc, si je Rien de personnel. Hein. Donc, si je comprends bien, vous ne jouerez pas. Non, mais je veux bien jouer, je veux bien continuer à jouer, mais sur les étiquettes. Parce que vous voyez, moi, depuis que j'ai commencé la politique, on passe son temps à essayer de me coller des étiquettes. Et je pense que les gens, mais je vous donne le truc, dans la vie, ça va vous arriver tout le temps, des gens vous troublez, parce que nous sommes tous des gens singuliers, des gens complexes. Et ça témoigne de la richesse de nos parcours. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, et droite et gauche. Voilà, on est... Et c'est... Enfin, c'est chouette la France. La France, c'est comme ça. La France, c'est un pays complexe et les Français, c'est des personnalités complexes. Ça les rend intéressants. Et ceux qui essayent absolument de les faire rentrer dans des boîtes à coups de marteau et pour après mettre des étiquettes dessus, moi, quelque part, ils m'angoissent. C'était simplement pour vous faire sortir un peu de votre rôle politique, mais... Ouais, alors ça marche pas, parce que vous savez... Non, ça marche pas trop. Bon, on va traiter du coup une autre question qui est plus propre à votre programme cette fois-ci. Votre position sur la dépénalisation. Par rapport aux autres candidats des primaires, vous avez une position plus qu'innovante sur la possible dépénalisation du cannabis, quitte à vous mettre à dos certains détracteurs. Est-ce que vous pourrez étayer un peu plus vos propos ? Ah oui, avec plaisir. C'est parce que je voulais te dire, aujourd'hui, on a un système qui ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est un peu un problème que j'ai, avec mes concurrents, une vraie différence fondamentale, c'est-à-dire qu'ils veulent réparer. Ils veulent réparer le système, ils veulent le modifier. Donc sur la fiscalité, ils vous disent je vais faire plus 5%, je vais faire moins 5%. Moi, je pense que quand le système ne marche pas, il faut le refonder en fait, mais carrément même le reconstruire, le réécrire. Bon, sur la lutte contre la consommation de cannabis, ça ne marche pas. C'est tout, ça ne marche pas. Vous regardez la consommation de cannabis dans la jeunesse en particulier, elle est galopante. Je suis certaine que beaucoup parmi vous peuvent en témoigner.
mouvement dans la Vous salle. collez une étiquette, là, un peu. Comment? Il est bon, il est bon. Je vais vous dire, alors là, il est doublement bon, parce que la répartie est bonne, et en plus, il a eu le sang-froid d'attendre le moment de pouvoir la placer, et de ne pas surréagir sur le premier tacle. Bravo. Donc vous, ça me plate. Bon. Mais je reviens néanmoins à mon propos. Allons-y. Donc aujourd'hui, ça ne marche pas, ni en matière de lutte contre la consommation, ni tellement en matière de lutte contre le trafic, parce que le trafic, il est quand même endémique. Bon, est-ce qu'on continue à faire semblant? Parce qu'en fait, on fait semblant. Aujourd'hui, normalement, vous avez des poursuites pénales quand vous fumez. Qui parmi vous a déjà eu des poursuites pénales? Gros éclat de rire. Pourquoi? Parce que il n'y avait jamais de poursuite pénale contre de la simple consommation, et j'espère qu'il n'y a pas de grands trafiquants parmi vous. Donc ça ne fonctionne pas. Donc est-ce qu'on en reste là? Non. Moi, je propose non pas la légalisation. Je crois qu'il faut pouvoir continuer à se donner les moyens de lutter et contre les trafics et contre la consommation, parce que je crois qu'il faut continuer à pouvoir porter un discours et des messages de politique de santé publique, à dire que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la mémoire, c'est pas bon pour l'apprentissage, bref, c'est pas bon. Mais pour ça, il faut se doter d'outils quelque part plus efficaces, d'une certaine manière plus sérieux, parce que plus raisonnable que la poursuite pénale. La poursuite pénale, on ne la met pas en œuvre. Donc, ce que je propose, c'est la dépénalisation de la consommation pour avoir la contraventionnalisation, c'est-à-dire passer en mode de contravention, pouvoir en fait, du coup, sanctionner. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait semblant qu'on pénalise, et comme on ne pénalise pas, on ne sanctionne pas. Oui, mais si je comprends bien, il y a tout de même consommation, alors que malgré le fait que dans la conscience commune, tout le monde sait que c'est quand même mal, les gens consomment tout de même. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas sur une légifération de façon à avoir une production agréée par l'État? Ah, la légalisation. Donc vous êtes pour la légalisation? Non, pas forcément. Si. Oui. C'est votre question. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est un point de vue qui est défendu par certains. Je trouve que la dépénalisation est simplement un entre-deux qui ne résout pas forcément tous les problèmes. Je comprends votre point de vue. La légalisation, elle a un côté. Elle se défend notamment pour lutter contre les trafics. Parce que si vous légalisez, vous tuez le trafic. Moi, je pense que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que je pense que les trafiquants, ils basculeront dans ce cas-là, en tout cas un certain nombre d'entre eux, sur les drogues dures. Donc je pense que l'argument pour la légalisation au titre de la lutte contre le trafic, il est inefficace. Et puis une fois que vous avez légalisé, vous ne pouvez plus porter de discours de santé publique. Parce qu'en fait, vous allez tomber dans l'abus nuit à la santé, ce genre de truc-là. Ce qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur du problème. Donc moi, je souhaite qu'on puisse continuer à porter une politique et un message de lutte contre la consommation, notamment dans la jeunesse. Et pour ça, je pense que la voie, c'est la dépénalisation. Mais il y a une cohérence dans votre position dont vous ne devez pas avoir honte en faveur de la légalisation. Merci beaucoup. Donc, avant de passer aux questions du public, on va finir sur un deuxième petit jeu. Donc, cette fois, il n'y aura pas à choisir entre deux options et vous pourrez laisser libre cours à votre complexité, à votre originalité. Donc, je vais commencer une phrase et il faudra la terminer. Donc, par exemple, notre association Dauphine Débat, c'est Formidable. Formidable. Faut que je le chante? Non, Non, du coup, on va commencer. Non, vous avez raison. Vous avez raison de dire non, en fait. Donc, la barbe de Macron, c'est où je trouve que Court. Un pain au chocolat, ça coûte Je vais vous répondre là-dessus. Je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je suis plutôt exceptionnellement dans la défense de Jean-François Copé sur ce sujet. Parce qu'il se trouve que moi, je connais le prix du pain au chocolat, et moi, j'ai des enfants qui ont 11 ans et 7 ans, et donc j'achète des pains au chocolat. Et je pense qu'en politique, autant c'est un problème si vous avez des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui font jamais leurs courses, autant parfois il y a des trucs que vous achetez pas. Ça m'est arrivé à une époque avec le ticket de métro, donc j'ai une forme d'indulgence à ce genre de... Le samedi soir à Paris, C'est secret? Ça peut l'être. Écoutez, à vrai dire, ces derniers temps, le samedi soir à Paris, je travaille. Oui. Mais quand même, c'est une période un peu particulière. Pour moi, il m'arrive d'avoir d'autres activités. Oui, très bien. Et enfin, ce que j'aime chez François Hollande, c'est
Bah, il manque de copains. Moi, c'est ce qui m'a frappé le C'est ce que vous aimez ? plus. Comment ? C'est ce que vous aimez ? Non, je suis fan de rien, mais c'est ce qui m'a frappé ces derniers temps. Je veux dire, non, mais c'est un sujet. Vous avez vu ce livre qui est sorti. C'était quand même le deuxième livre qui est sorti de ce genre-là. Pardon, c'est mon téléphone qui fait ça. C'était quand même le deuxième livre qui est sorti de ce genre-là. Et en fait, quand vous regardez de près, c'est un homme qui a passé une centaine d'heures avec des journalistes, qui allait jusqu'à déjeuner, dîner chez eux. Et pourquoi ? Mais pourquoi il avait besoin de leur parler comme ça ? Pourquoi il avait besoin de se livrer comme ça ? Eh bien, en fait, il n'a pas d'amis. Mais sur cette... Sur cette belle conclusion, on va passer maintenant aux questions du public. Des micros vont défiler dans la salle. Bonsoir madame. Il y a quelques jours de cela, votre concurrent à la primaire, monsieur Poisson, a suscité la polémique en disant notamment que madame Clinton était soumise aux lobbies sionistes et que ça ne pouvait être que néfaste pour l'Europe et pour la France. À noter que le mot lobby n'a pas de connotation péjorative aux États-Unis, contrairement en France. Et ma question, elle est simple. Pourquoi vous vous êtes mêlé de cette affaire en adressant une lettre à la haute autorité au lieu de laisser les électeurs juger ? S'ils considèrent que les propos tenus par Jean-Frédéric Poisson sont inacceptables, eh bien, ils le sanctionneront dans les urnes. Mais pourquoi intervenir ? Est-ce en raison de vos origines ou est-ce que c'est parce que vous considérez que M. Poisson a des idées trop conservatrices et qu'il n'aurait pas sa place dans cette primaire ? Parce que je ne veux pas que la primaire puisse servir de support à des polémiques sur l'existence ou pas d'un soi-disant lobby sioniste, ou puisse servir de support à des questions de ce type. Parce que justement, la primaire de la droite et du centre, cette primaire pour laquelle il faut signer son accord avec les valeurs républicaines de la droite et du centre pour y voter, n'a pas à servir de polémique, de support à ce genre de débat. Et c'est le rôle des candidats, c'est prévu comme ça dans la charte, c'est le rôle des candidats que d'en appeler à la haute autorité si un dérapage, un problème est constaté. Moi, ayant constaté, j'ai saisi. Je constate que j'ai été la seule à saisir, et puis que dans la foulée, il a récidivé. Il a récidivé parce qu'après s'être excusé et avoir expliqué qu'on l'avait mal compris, Jean-Frédéric Poisson a expliqué qu'en cas de second tour entre Juppé et Marine Le Pen, il n'était pas sûr de voter Juppé. Et donc là, il a à nouveau été repris, une remise en 1. Et puis demain, quoi d'autre ? Moi, je pense que c'est le rôle des candidats et c'est le rôle des politiques que de ne pas laisser dire et faire n'importe quoi et pas forcément de renvoyer cette responsabilité-là seulement aux autres en se lavant les mains et en disant « les électeurs trancheront ». Vous voyez, quand j'entends des propos que je considère glissants, possible support à des débats franchement pourris ou à des questions franchement vaseuses, je ne la ferme pas. Je ne la ferme pas, je le parle, je le dis. Je pense que c'est mon rôle comme politique et je pense qu'en la matière, certains ont un peu oublié le leur. Bonjour Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Je voulais rebondir sur la question du revenu universel. Et je voulais savoir en fait comment on pouvait convaincre autour de soi sur la notion d'inconditionnalité. Sachant que sur la question des minima sociaux, par exemple, il est plutôt question de travaux d'intérêt général, par exemple. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé sur cette mesure-là, sur cette question du revenu universel, et comment convaincre autour de soi sur le bien fondé de cette mesure et sur vraiment le fait de décorréler le revenu de l'emploi ? Alors, il s'agit bien d'un revenu de base.
pas d'un salaire minimum. C'est-à-dire qu'on est sur un revenu qui est quasiment l'équivalent d'un revenu de subsistance. C'est le RSA moins le forfait logement. Moi, je pense qu'un revenu de ce niveau-là, de subsistance en quelque sorte, n'a pas à être conditionnalisé. Et n'a pas à être conditionnalisé à un travail. C'est de la lutte contre la très grande pauvreté, par exemple. Je veux dire, on est à ce niveau-là. Encore une fois, certains proposent un revenu de base à 1 000 euros. Je pense que pour un revenu de base à 1 000 euros, la question se pose. Pour un revenu de base autour de moins de 500 euros, autour de 470 euros, pourquoi c'est RSA moins forfait logement, la question, pour moi, elle n'est pas là. J'ajoute que beaucoup de ceux qui nous disent il faut soumettre telle aide sociale à des travaux d'intérêt général rentrent pas dans la complexité du sujet. Moi, j'ai été maire d'une ville de 22 000 habitants dans laquelle, vous savez, vous avez parfois des situations, il faut, dans le cadre de la réparation judiciaire, on vous demande de prendre des gens, il faut les accompagner. C'est très, très, très compliqué à mettre en œuvre, ces choses-là. C'est-à-dire que accompagner dans des travaux d'intérêt généraux en encadrant, c'est loin d'être aussi simple que ça. C'est pas juste, tiens, tu vas faire 10 heures de travaux d'intérêt généraux. Ça peut être des gens qui sont dans des situations qui nécessitent énormément d'encadrement. Donc je pense que vouloir conditionner un revenu de base vraiment à des travaux d'intérêt généraux, en fait, c'est très peu opérationnel. Et pourquoi un revenu inconditionnel? Mais c'est aussi parce que c'est une mesure de simplification. Dans les complexités de notre système, aujourd'hui, se perdent énormément de coûts de gestion et d'injustice. Les gens qui sont dans la plus grande précarité, ceux qui sont dans la plus grande difficulté, ceux qui tangentent la dépression, ceux qui, parfois, ils ne demandent même pas leurs droits. Donc là, on est dans un système qui est à la fois beaucoup moins coûteux en termes de gestion, beaucoup plus simple pour que tout le monde puisse y avoir accès, et en même temps, je le crois légitime, parce que c'est un revenu de base et qu'à ce niveau-là, on est dans la lutte contre la pauvreté, on est dans le minimum, on n'est pas dans la conditionnalité en termes de travail et de contrepartie. Bonsoir NKM. Et en venant ici, avant de venir, sinon, lorsque j'ai appris que vous allez venir, nous rencontrer, discuter, débattre avec nous, j'ai jeté un coup d'œil sur votre programme. Et d'abord, j'ai vu que c'est un programme court. Et je me suis dit, ouais, ça c'est intéressant. Moi, ça ne fait pas 1000 pages, donc on peut jeter un coup d'œil dedans. Comme le programme d'un de vos concurrents, par exemple. Mais dedans, je vois que vous proposez une démocratie enfin participative. Je dis, ah tiens, ça c'est intéressant ça. Il y a d'autres qui l'ont déjà proposé plusieurs fois, soit en France, soit à l'étranger, et on sait le résultat que ça a donné à la fin. Mais vous proposez de supprimer le Conseil économique et social, ou bien de le remplacer par une chambre des citoyens, où des citoyens peuvent émettre des idées et qui seront soumis à une votation en ligne. Et si elle est approuvée par 500 000 signatures, on peut le remonter en haut. Franchement, vous ne croyez pas que c'est de bluff ça, franchement? Parce que on en a écouté plusieurs fois et je suis quand même pour l'idée, mais je crois que la méthode n'est pas la meilleure des méthodes. Parce que nous voyons vraiment, comme vous l'avez dit dans vos propos, une distance entre les politiques et la population, et les citoyens, et les Français. Du coup, je vous proposerais personnellement qu'au lieu de faire ça, ne serait-il pas mieux que chaque trimestre, au cours de votre mandat, si vous êtes élu, je vous le souhaite vivement, de vous présenter devant les Français pour leur dire que, bon, écoute, en 3 mois, j'ai fait ceci, en 6 mois, j'ai fait ceci. Et après 1 année, on va faire une votation. Si vous n'êtes pas bon, on va vous virer. Donc, c'est ma proposition. D'abord, sur votre propos liminaire, oui, moi j'ai voulu faire un programme qui n'est pas un programme, qui est une vision, qui est un projet, donc qui est d'abord lisible et qui vise à partager une vision de ce qu'on va faire et à l'illustrer par un certain nombre de mesures. Je ne crois pas au programme en 1200 pages concocté par des assemblées d'énarques, dont souvent d'ailleurs la première mesure est de supprimer les NAS, qui est la caractéristique des assemblées d'énarques. C'est un truc, c'est régulièrement ressorti dans les projets politiques. Et je pense que cette manière de faire d'ailleurs est orthogonale avec ce qui se passe dans la société aujourd'hui, que je disais, une société qui bouillonne, qui est pleine d'initiatives, et le rôle du politique, en tout cas c'est ce que je vois moi, qui est plutôt de faire émerger les initiatives,
pas de leur dire ce qu'on va faire, comment on va le faire, pourquoi on va le faire, enfin pas de tout verrouiller et de tout. Je ne crois pas à cette manière de faire. Sur la question de la réforme institutionnelle, je pense qu'aujourd'hui, je pense que nos institutions sont très essoufflées. La Ve République, elle a bien du mérite, notamment celui de la stabilité. Mais enfin, c'est un système très vertical, très, très pyramidal même, très représentatif, dans lequel finalement le citoyen a peu d'espace. Le citoyen, on le convoque aux urnes une fois tous les 5 ans, et on lui dit, tiens, t'es de droite, tu vas voter pour celui-là, t'es de gauche, tu vas voter pour celui-là, et puis entre 2 élections, on ne lui demande pas son avis, sauf pour les élections locales, ce qui l'amène d'ailleurs bien souvent à répondre aux élections locales à une question différente de celle qui lui est posée, parce qu'il a quand même envie de s'exprimer sur la question nationale à l'occasion des élections locales, et ça fait un monde politique qui vit selon des règles et sur un rythme complètement différent de la société. Parce que la société aujourd'hui, on donne son avis sur tout. Voilà, l'ubérisation de la société, c'est ça, c'est l'évaluation. Vous prenez un Uber, vous donnez votre avis sur le Uber, vous l'évaluez, il vous évalue. On est dans un monde dans lequel on participe de plus en plus dans tout. C'est pareil dans le monde économique. Dans le monde économique, les entreprises, elles associent de plus en plus les clients en amont à la définition du produit. Et il n'y a qu'en politique que le politique reste à l'écart de ce rythme-là. Donc moi, je cherche à partager des solutions pour permettre aux citoyens de se réinvestir en cours de mandat. Je fais à cet égard un certain nombre de propositions. Elles ne sont pas exclusives d'autres. De toute façon, si on fait une réforme constitutionnelle, il faut faire une constituante. C'est comme ça qu'on fait en France et c'est une bonne chose. Donc il faudra en débattre et en choisir ensemble. Mais je mets un certain nombre de propositions sur la table. Et pourquoi cette proposition-là ? Parce que d'abord, le Conseil économique, social et environnemental, aujourd'hui, est l'instance qui est supposée représenter la société civile. Et ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. C'est justement, je crois que c'est à l'envers de ce qu'il faudrait. C'est un des milieux dans lesquels il y a le plus de cooptation. Donc c'est le mode de fonctionnement le plus ancien au regard alors que la société civile est ce qui bouge le plus vite en ce moment. Et donc je propose de le supprimer et de le remplacer par un système dans lequel un citoyen, quiconque est membre, quiconque est électeur, quiconque est inscrit sur la liste électorale, est membre de droit en fait de cette assemblée citoyenne et peut prendre la tête d'une proposition de loi ou s'associer à une autre proposition de loi. Et quand on atteint un certain seuil de signature, cette proposition, elle est automatiquement débattue au Parlement. Je pense que c'est un moyen d'associer le participatif et le représentatif sans basculer dans 100% de participatif, qui est un petit peu le système à la Suisse. Je vous sens assez suisse sur votre proposition. Et je pense qu'en fait, les Français ne sont quand même pas très suisses. C'est-à-dire les Français... Non, mais je vous sens assez suisse sur votre proposition, c'était une blague. Je trouve la proposition un peu suisse. Et pour moi, la transposition du système suisse en France, ça ne tournera pas. Je pense qu'on a besoin de choses un petit peu plus structurées que ça. Donc j'essaye de faire rentrer du participatif dans le représentatif sans pour autant basculer dans 100% de participatif. Je vois que vous avez envie d'aller plus loin. Pour moi, le système où on va voter tous les 3 mois en France, ça va vraiment être... c'est le risque de bordel permanent, quoi. Je ne suis pas pour, mais on peut en discuter. Je comprends le point de vue. D'autres questions ? Une dernière question. Bonsoir madame. Votre collègue Jean-François a eu un petit problème de viennoiserie il y a quelques jours. Il vous est arrivé la même chose avec un ticket de métro, donc. En fait, vous pouvez considérer que c'est une anecdote, c'est pas un problème de fond, ou que c'est pas important, ou que ça peut même faire rire, mais ça a choqué une partie non négligeable de la population. Est-ce que vous pensez pas qu'un système dans lequel les politiques représentent un peuple français dont ils ne comprennent pas mal ou qu'ils ne connaissent mal le quotidien est pas un peu voué à l'échec ? Je vous prends un peu ce soir comme représentante de la classe politique, mais j'espère que vous pourrez répondre à ma question. Merci. Moi, j'ai déjà répondu à ces questions tout à l'heure, mais je suis heureuse d'y répondre à nouveau. Je pense que les Français sont en droit de réclamer que les politiques, demander que les politiques soient aux prises avec la réalité. Mais la réalité, c'est aussi que vous connaissez le prix de ce que vous achetez. Vous voyez, moi, à l'époque, on m'a posé cette question, j'ai répondu avec le prix du billet Paris-Longjumeau, qui était celui que je prenais en RER. Bon, je suis sûre que si je vous demande, enfin maintenant vous le connaissez,
Vous ne le connaissez pas exactement parce qu'il était un petit peu plus que ça. Mais si je vous le demandais, à moins que vous soyez de Longjumeau, vous ne connaissez pas dans quelle zone c'est et vous ne savez pas où c'est. Et par ailleurs, les Parisiens, il y en a beaucoup qui ne connaîtront pas le prix du ticket de métro. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent le pass Navigo. Ce que je veux dire, c'est que la question, ce n'est pas de se focaliser sur telle ou telle réponse à telle question ou tel buzz. Il y a une vraie question qui est de savoir si les politiques sont aux prises avec la société. Et ça dépend beaucoup du style de vie qu'ils ont. Et ça ne se juge pas sur une question ou sur un prix. Ça se juge par ailleurs. Ça se juge quand on discute avec eux. Ça se juge, ça se sait, ça se voit, ça se sent. Mais je ne suis pas sûre que la question quiz sur un prix soit le meilleur moyen d'en débattre et d'en conclure. Bon, le débat va se terminer maintenant. Merci beaucoup d'avoir été présent et à bientôt, j'espère. Nous l'espérons.